Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au théâtre pour parler d'un sujet absolument fondamental et qui, la première fois que j'en ai entendu parler il y a une vingtaine d'années, m'a ébloui sous la plume de Robert Harrison, et qui va avoir donc l'occasion de vous raconter quels sont les rapports que nous devons entretenir avec les morts et les fantômes pour vivre le mieux possible notre vie. Alors, aujourd'hui, j'accueille donc Robert Harrison, qui est écrivain, philosophe, professeur de littérature et de philosophie à Stanford University Press. Il a été le chairman du département de français et d'italien pendant que Michel Serres y était et y enseignait. Donc il a été son patron pendant 7 ans. Et ils étaient très très amis, ils ont beaucoup parlé ensemble. Et je pense que la pensée de l'un et la pensée de l'autre sont imprégnées de ces discussions. Et pour interroger Robert Harrison, il y a Florence Togrette, qui est donc professeure de littérature française et d'histoire du théâtre à Paris-Sorbonne. Alors, j'ai oublié de dire que les livres de Robert Harrison, notamment, alors j'ai eu le bonheur de les publier tous, donc c'était quand même un grand honneur. Le premier, c'était Forêt, qui est paru chez Flammarion, et tous les autres sont parus au Pommier, dont celui qui nous occupe aujourd'hui, qui s'appelle Les Morts, et qui, à mon avis, est un des plus profonds. Et je vous engage vivement à retrouver à la librairie, tout à l'heure, ces ouvrages qui sont tout à fait singuliers et passionnants. Et quant à Florence, elle est l'auteure d'une merveilleuse biographie de Juliette Drouet, parue chez Flammarion, et qui a reçu d'ailleurs le prix Chateaubriand. C'est une très très belle biographie, moi j'en ai rarement vu d'aussi complète et passionnante. Et elle sort maintenant une édition des Contemplations de Victor Hugo, illustrée par les débuts de la photographie, dans un très beau livre qui paraît chez Diane Le Cellier. Voilà. Donc, et absolument essentiel, Florence est la traductrice de tous les ouvrages de Robert. Voilà. Sa voix française. Robert, on pourrait peut-être commencer par donner un sens à ta présence ici, à ta présence aux rencontres Michel Serres. Est-ce en acceptant l'invitation qui t'a été faite de venir aux rencontres Michel Serres, tu es venu aussi d'une certaine manière à la rencontre de nouveau de Michel Serres? Oui, merci. Et je suis très content d'avoir eu l'invitation de venir à Agen. J'ai connu Michel pendant 30 ans, comme collègue, comme ami, et aussi comme une inspiration importante, peut-être le plus important. Il a dédicacé un livre à moi j'ai dédicacé un livre à lui. Les 2 livres sont sortis il y a 2 semaines de séparation. Donc, je ne pouvais pas refuser un voyage de la Californie pour venir ici à Agen, où, en parlant de notre thème, la place des morts et des fantômes, le fantôme de Michel Serres est très présent dans Agen et dans les lieux. Effectivement, hier, avec l'ami Pierre Saint-Amand, qui était aussi ami de Michel Serres et étudiant de Michel Serres, on a pris un taxi pour aller au cimetière d'Agen, mais malheureusement, il n'y avait pas de concierge pour nous indiquer où
où est la tombe, parce que je trouvais que je voulais visiter la tombe, parce que finalement, les cimetières sont un des lieux multiples où les morts ont leur vie posthume. C'était intéressant quand même de se trouver dans ce lieu parce que c'était vide. Enfin, les cimetières, ça m'a étonné un peu. Nous sommes à la saison, il y a la semaine passée c'était Halloween, puis c'était Toussaint, puis le jour des morts. Nous sommes à la saison où la voile entre les morts et les vivants devient plus fine que d'habitude, mais l'absence de visiteurs dans le cimetière m'a fait comprendre qu'on n'a plus les mêmes rapports que nous avions une fois avec les morts. Quand même, on se promène partout à Agen, surtout dans notre hôtel, le Serra, qui est nommé après lui, et il a plein de citations de Michel. On vient d'entendre sa voix, c'est une voix fantomatique finalement, parce qu'il est présent et il n'est pas présent. Et donc, je suis ému, vraiment, je suis ému d'être à Agen. Il m'a parlé beaucoup d'Agen. Enfin, c'est la terre de ses ancêtres. Oui. Aller sur une tombe, c'est retrouver l'endroit où le mort est enterré, où il est dans l'humus. Pour toi, Robert, dans plusieurs de tes livres, tu fais le lien entre l'humanité et son étymon, qui est commun avec l'humus, avec la terre. Comme le titre de notre rencontre, de ces 4 ou 5 jours de rencontre, c'est quelle humanité voulons-nous pour demain? Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport de l'humanité à l'humus et de ce que signifie la nécessité de pouvoir retrouver un lieu où nos morts sont enterrés? Oui. Et d'ailleurs, je m'inspire beaucoup à Vico, Giambattista Vico, le philosophe italien du XVIIIe siècle, où il dit l'humain est enraciné dans le humus. Et il prétendait que même c'est l'étymologie de l'humain. Je n'ai jamais pu confirmer que ce n'était pas vrai. Personne n'est prêt à dire qu'il n'y a pas un lien étymologique entre l'humain et l'humus, mais quand même, comme Vico et des autres nous ont fait remarquer, la première institution humaine était vraiment l'enterrement, ou l'inhumation de l'ancêtre dans un lieu spécifique, et de marquer le lieu de résidence. Et donc, ce que les hommes font et pas les animaux, pas les primates. C'est une distinction essentielle entre l'humain et le non-humain, que nous sommes l'espèce, Vico dit inhumando, l'espèce qui enterre ses morts. Pas pour s'en débarrasser seulement, mais aussi de leur donner un lieu pour qu'ils continuent à maintenir des liens et des rapports avec les vivants et les générations à venir. Et donc, la question du colloque, quel genre d'humanité voulons-nous pour demain, il faudra décider si dans l'avenir l'humain aura cette fondation humique qui a servi jusqu'à nos jours depuis les origines. Ou pas. Ouais. Et donc, d'après ce que tu sais de recherche anthropologique, le premier lieu d'habitation, enfin, qui permette à une famille ou à une communauté de se retrouver, de s'identifier, de se donner une adresse commune, ça serait plutôt la tombe que la maison. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une tombe? Comment ça fonctionne une tombe dans un imaginaire familial ou dans un imaginaire même collectif à l'échelle d'une nation, par exemple? Et dans mon livre, Les Morts, je cite Lewis Mumford, un écrivain américain qui a écrit un livre important qui s'appelle The City and the Country, la cité et la campagne.
Et il remarque que les premiers lieux de résidence étaient des enterrements des ancêtres. Tu veux que je lise le passage Oui, de Lewis pourquoi pas, Mumford? ça serait utile. Oui, je vais lire. Ce sont les premières pages de son livre qui s'intitule « La cité dans l'histoire ». Au cours de la rude période de nomadisation du Paléolithique, la première résidence fixe dont nous retrouvons la trace est celle des morts. Une faille dans la roche, un monticule de pierre, un tumulus communautaire. Les vivants retournaient à ces points de ralliement pour évoquer l'âme des ancêtres ou leur apporter les offrandes qui apaiseraient leur courroux. La cité des morts est antérieure à la cité des vivants. Elle paraît annoncer l'apparition de cette ville dont elle justifiera le rayonnement. Donc, je trouve que c'est remarquable que c'est vrai qu'on a donné du logement aux morts avant de loger nous-mêmes. Et donc la maison d'habitation des vivants suit dans la trace de le logement qu'on fournissait aux morts. Et là aussi, la thèse de Mumford se relie à le livre du grand philologue français Fustel de Coulanges. Et d'ailleurs, c'est Michel Serres qui m'a fait connaître Fustel de Coulanges pour la première fois. C'était un de ses livres vraiment favorisés. Et j'ai lu La Cité antique, où il fait le même argument que les premières maisons étaient d'abord des espaces pour donner résidence aux morts, à l'ancêtre, et que la maison, le centre de la maison habitée par les vivants était le feu sacré qu'il y avait sur les autels de chaque maison grecque, romain, indo-européen, et que finalement la maison est un lieu de cohabitation entre les vivants et les ancêtres, et tout ça aussi qui projette dans l'avenir pour les générations futures. Et donc la thèse de Fustel de Coulanges m'a fait comprendre que même nos maisons d'aujourd'hui ont gardé certains liens avec cette idée de cohabitation. C'est un espace intérieur, pour commencer. Et à l'intérieur, c'est aussi la racine du mot pénate. Les pénates étaient les dieux du foyer. Et pénus, qui veut dire à l'intérieur. Et donc, nous entrons dans l'intérieur d'une maison et on trouve, qu'est-ce qu'on trouve souvent? Des photos, des morts. C'est-à-dire, les morts vivent dans nos maisons aussi, non? Oui. Et c'est un des lieux principaux de leur demeure. Et tu expliques aussi qu'une des premières manières d'apprivoiser le mort, c'est d'en faire un masque. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous avons des photographies, mais jadis, les anciens avaient des masques des morts. Oui, du moins dans les maisons aristocratiques à Rome, on faisait le masque qui était pris du visage du défunt, et on prenait vraiment l'image directement. Et puis on affichait tous les masques des ancêtres. Et parfois, quand il y avait un nouveau-né ou quelqu'un d'important qui entrait dans la famille, alors les parents mettaient les masques et ils parlaient dans la voix des ancêtres en faisant le bienvenu à celui qui arrive. Et donc, oui, le masque funéraire est l'ancêtre du portrait peint, qu'on a plusieurs exemples de cette pratique de préserver une image pour les générations futures. Et d'ailleurs, à l'époque, quand c'était le peintre, il fallait s'asseoir et être tout à fait rigide, immobile, pendant des jours parfois. Alors,
on prétendait d'être mort. On faisait semblant, Oui. on ressemblait à un mort en étant immobile. Exact. Oui. Et au début de la photographie, qui est aussi, c'est la progénie de, je prétends que le masque funéraire et le portrait, c'est les ancêtres de la photo. Au début, il fallait aussi rester immobile pendant 2 minutes ou 3 minutes. Alors, et ce sont des photos qui ont été prises vraiment pour ce qui était encore à naître, non? Oui. C'est pas le selfie d'aujourd'hui, mais Non. tu vas Oui, peut-être dire quelque chose sur le selfie. Je sais que tu tiens à ça. Ben, c'est vrai, tu disais que c'était les familles aristocratiques plutôt qui faisaient faire leurs portraits peints au XVIIe, au XVIIIe siècle, pour que ces portraits se retrouvent dans des galeries de portraits, ensuite dans les grandes familles qui estimaient, qui avaient les moyens d'abord évidemment de payer les peintres pour faire les tableaux, mais qui estimaient que les images des ancêtres étaient fondatrices de la puissance à la fois économique, politique et symbolique des familles, de sorte qu'on voit au XVIIIe siècle, je crois, enfin Pierre Saint-Amand me corrigerait si je me trompe, et au XIXe siècle, des familles bourgeoises aussi petit à petit, enfin même avant, essayaient d'accéder à cette même dignité, cette volonté de léguer un héritage. Il y a cette idée qu'on va léguer un héritage quand on fait son portrait, c'est pas pour célébrer le présent. Et tu disais à juste titre que les premières photographies du XIXe siècle, auxquelles je me suis assez intéressée récemment à cause du livre dont tu as parlé, Les Contemplations de Hugo illustrées par la photographie. Pourquoi Les Contemplations de Hugo? Parce que c'est un livre qui est assez autobiographique, c'est un recueil de poèmes qui est dédié à une morte, Léopoldine, sa fille, morte 10 ans avant, quand il se retrouve en exil à Jersey. Et il s'agit de la faire venir en exil alors qu'elle est enterrée à Villequier en Normandie et qu'elle n'a pas pu suivre la famille. Et donc la faire réintégrer la famille en tant que morte, pour y réussir, Hugo lui écrit un recueil, mais un recueil où il n'est pas question que d'elle, où il est question de toute la famille et même de toute l'humanité, pour lui donner une place. Notre conversation a pour titre « La place des morts et des fantômes », et les morts et les fantômes ont des places très diverses. Ça peut être la poésie, en l'occurrence, ou la photographie. Donc je crois que dans le livre Les Contemplations illustrées par la photographie, il y a beaucoup de liens entre les deux, et notamment ce caractère spectral, puisque lui-même était en exil, n'était pas en France, et avait besoin d'envoyer ses propres photographies faites par l'atelier photo de ses fils à Jersey. Il découvre dans les années 1850, 1853, 54, 55, là ils font beaucoup de photographies, aussi parce qu'ils sont en quelque sorte morts à la France, puisqu'ils sont en exil, pour que leur présence puisse être en France. Et on a beaucoup perçu, quand la photographie arrive, donc au milieu du XIXe siècle, en gros, d'avance son caractère spectral. Pour la raison que tu disais, c'est-à-dire on ressemble à un mort. La plupart des écrivains qui posent, par exemple pour Nadar, hein, on les voit, on a une photo de Baudelaire qui est très célèbre, hein. Ils sont tous très sévères parce qu'ils ne peuvent pas sourire. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le droit de sourire sur nos photos d'identité pour que notre visage ne soit pas déformé par le sourire, afin d'être reconnaissable par les autorités policières à la douane. Mais au XIXe siècle, c'était parce qu'il fallait garder un visage fixe. Et autant certains se passionnent pour ce nouvel art qui offre de très grandes possibilités artistiques et métaphysiques aussi, autant d'autres, je l'ai remarqué avec Juliette Drouet dont j'ai écrit la biographie, prennent la photographie un peu en horreur, hein, parce qu'elle est trop funèbre, hein, parce qu'elle tue déjà son objet. Et peut-être que cette dimension aussi spectrale de laisser d'avance une trace aux générations futures, qui était un peu ce que faisaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents quand ils étaient rarement photographiés, souvent dans une tenue du dimanche, hein, dans une tenue de fête, hein, dans leurs plus beaux atours, et dans une tenue qui était une tenue solennelle, où il faut se tenir, c'est-à-dire se tenir droit devant l'objectif, mais aussi se tenir droit devant l'adversité.
en donnant un modèle éthique en quelque sorte d'estime de soi, de considération de soi, et puis de partage avec le reste de la famille, de transmission. Nous, aujourd'hui, on l'a un petit peu perdu, cette éthique-là, et notamment, me semble-t-il, quand on ne cesse de se photographier dans toutes les situations de la vie, ou quand on est en voyage, qu'on fait des selfies de soi avec tout un chacun qu'on rencontre, ou avec un monument célèbre derrière, qui lui est voué à durer, est voué à nous survivre, hein, ou les gens qui font un selfie d'eux-mêmes avec la Joconde derrière, alors qu'on en trouve l'image partout, juste pour dire qu'ils ont été à ce moment-là avec, mais c'est un moment qui est complètement éphémère et qui est voué à disparaître, qui n'est pas voué à être transmis ni véritablement partagé, parce qu'il s'agit de célébrer le présent, au fond, dans le selfie, beaucoup plus, enfin, pas nécessairement, on peut aussi faire un selfie artistique voué à durer, mais l'usage qu'on en a généralement est plutôt de signaler notre présence en un instant du monde quelque part, que de transmettre. Oui, effectivement, il y a aussi le lieu des morts qui... dans la mythologie d'Antiquité, c'était le Hadès, qui veut dire invisible. Mais le rapport entre l'image et le mort est considérable, parce que quand Ulysse va visiter les morts, il doit être en communion avec les morts pour savoir son propre destin à venir. Il rencontre l'image de sa mère, et c'est eidolon en grec, et donc il essaie de l'embrasser. 3 fois il essaie et 3 fois il faillit, parce qu'elle a l'image, mais elle n'a pas de substance vivante. Et donc, je voulais peut-être porter attention à le rite de... pas seulement l'enterrement, mais il n'y a pas de culture humaine qui n'a pas des rites de la... funéraire. De la body disposal. Je ne sais pas comment tu traduis ça dans mon livre, mais de se débarrasser du corps, en faisant quelque chose. Oui, alors c'est toujours ritualisé. Ça peut être incinération, ça peut être de mettre le cadavre sur la montagne pour que les oiseaux, mais ce n'est jamais une question d'indifférence. Et moi, je prétends que c'est très intéressant quand on voit un cadavre que c'est la personne, c'est ma mère là, mais elle est là mais elle n'est pas là. L'image est tout à fait présente, mais la personne n'est pas vraiment présente. Et je trouve que les rites d'enterrement et de body disposal, ça sert à détacher la personne du cadavre. En disposant le cadavre ou dans la terre ou avec le feu incinéré. Et comme ça, on peut libérer la personne pour que la personne qui n'est plus là peut rejoindre sa destination posthume. Et c'est un voyage que les vivants rendent possible. Mais il faut, sinon un cadavre, au moins des restes mortels, des dépouille mortelle. Dépouille mortelle. Et on constate encore aujourd'hui le trauma qui accompagne les personnes qui n'ont pas de restes matériels de leurs... du corps, oui, par exemple. Du corps de ceux qu'ils aiment. Je me rappelle le 11 septembre, quand à New York, les familles ils demandaient au moins un peu de DNA ou quelque chose pour ADN, pouvoir initier le processus du deuil et de libérer la personne morte à sa destination. Et nous savons, si on lit Homère ou l'aîné de Virgile ou
innombrables exemples. Ce qui arrive quand ce rite n'est pas réalisé, c'est que les fantômes deviennent honteux, ils hantent les vivants. Et alors, Palinurus, en Homère, quand Ulysse il le voit, il est mort, il dit tu dois revenir à l'île de Circé, il faut que tu m'enterres, parce qu'autrement je ne peux pas accéder à la déesse. Et alors les morts peuvent être exiliés de leur propre royaume. Et ce n'est pas un destin. Oui, c'est la raison pour laquelle Antigone veut aussi pouvoir inhumer ses deux frères, Éthéocle et Polynice. Ouais. Bon. Alors, la répatriation des corps, des cadavres, c'est toujours très important. On le voit partout. En Argentine, avec toutes les disparicidos qui sont disparus, et il y avait les grandes protestations. Pendant des années, des maires qui ont demandé qu'on leur rende le lieu qu'on trouve. Et puis, même les otages. Oui, actuellement, les otages, effectivement, même s'ils sont morts dans les échanges de prisonniers entre Israël et Gaza. Alors, le corps mort a un charisme. Il y a un charisme qu'il faut apprécier, je crois. Oui. C'est lié à l'image. C'est lié à l'image. Et aujourd'hui, ce qui complique un petit peu les choses, peut-être, c'est que il me semble que dans notre civilisation, on est un petit peu moins attaché à savoir où sont les corps quand même. Tu disais toi-même que le cimetière hier était vide à Agen. Il y a aussi dans nos vies, on ne sait plus très bien où on va être enterré, ni comment, ou si on va être enterré ou si on va être inhumé. C'est une certitude qu'on n'a plus, alors que jadis, les gens savaient à peu près où ils seraient, où et comment ils seraient inhumés ou enterrés. Donc ça crée peut-être une panique, une errance, une incertitude pour nous, les vivants déjà. Et d'ailleurs, Michel disait que cette certitude qui était une certitude quasiment universelle jusqu'à récemment, c'est où je vais être enterré. Maintenant, si je demande à mes étudiants où est-ce que vous pensez d'être enterré, aucune idée. Ça veut dire qu'on n'a plus de racines parce qu'on a été enterré dans la terre des ancêtres. D'ailleurs, Michel est enterré, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il est dans la tombe de son père, dans la ville de sa naissance, et il appartient ici à Agen. Et donc, il avait au moins cette certitude. C'est une certitude qui n'existe plus. Et ça dit beaucoup combien notre rapport au lieu a changé. Alors, bien sûr, les morts sont dans la tombe, mais comme tu disais, leurs cadavres, grâce au rituel funéraire, sont séparés de leur image, de l'image qui reste d'eux. Peut-être qu'on peut parler maintenant de la présence des morts, de l'image des morts, donc non plus de leur corps, mais de leur image dans nos vies, dans nos sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, il te semble qu'on a tendance à les oublier, à oublier leur présence, et comment se manifeste-t-elle quand même malgré tout à nous et dans quel lieu ? C'est paradoxal dans le sens que, d'une part, c'est évident qu'il y a un oubli total des morts, mais d'autre part, il y a aussi la présence partout des mots des morts, les images des morts. Avec l'invention de la technologie d'enregistrement, c'est une révolution extrêmement importante. On pouvait entendre les morts parler dans leur propre voix. On vient d'entendre la voix de Michel. Et on voit les mots de Michel. À l'hôtel, il y a les dictons de Michel. Alors, oui,
et à la télé, dans le cinéma, on voit les images de milliers, des centaines, des millions de morts. Chaque jour, on est exposé à la présence des morts. Alors, on pourrait dire même qu'on est suffoqué par la présence excessive des morts. Mais alors, je prétends qu'il y a plusieurs lieux où les morts habitent. Alors, nous avons parlé des cimetières, on a parlé des maisons, les mots, les archives de littérature. Chaque fois qu'on ouvre un livre, on est en communion avec une voix morte. Non? Même si l'auteur est encore en vie, c'est une langue et c'est une autre forme de langue. Alors, et là, les mots de la littérature, c'est un peu comme ces fantômes qui se présentent à Ulysse, que je viens quand il va à Édesse. Mais avant qu'il parle, il faut que Ulysse fasse des sacrifices des animaux pour faire couler le sang. Et c'est l'odeur du sang qui fait sortir les fantômes de Hadès. Et en buvant le sang, ils sont capables de parler. Alors c'est le sang de la vie qui donne la sonorité aux voix des morts. Et je trouve que chaque lecteur, chacun qui ouvre un livre, qu'est-ce qu'un livre? Si on l'ouvre, c'est des mots morts sur une page comme ça. Mais c'est notre vie spirituelle, si vous voulez, qui réanime le sens de ces mots. Et alors, les morts dépendent de la vie des vivants pour pouvoir parler. Mais nous, les vivants, je crois, on dépend aussi énormément de avoir les voix des ancêtres ou les prédécesseurs. Autrement, on se trouve paumé. Oui. Et donc, c'est une alliance qui va dans les deux sens. On leur prête notre vie et ils prêtent leur voix à nous. Et cette voix des morts, alors par exemple des auteurs morts, à qui on redonne, enfin qu'on réentend mentalement quand on lit les livres des auteurs anciens, et qui, au théâtre, est directement audible, parce que quand on va au théâtre voir Eschyle ou Shakespeare ou Molière ou Corneille ou Claudel, la voix elle est directe, puisque au théâtre c'est là de particulier que c'est pas l'auteur qui parle directement. L'auteur ne dit rien dans son propre nom au théâtre, jamais, mais l'auteur écrit des dialogues qui sont voués à être incarnés par des personnages. Or les personnages, eux, ne meurent pas. Au théâtre, c'est toujours le même personnage. Il est éternellement vivant, le personnage, puisqu'il est vivant au moment où se passe le spectacle vivant. Donc, le personnage de théâtre, si c'est Hécube, eh bien, elle est vivante à chaque fois qu'une nouvelle actrice joue Hécube. C'est la nouvelle actrice qui est de nouveau le personnage, et pour toujours, dans un avenir qui est ouvert par le passé. Ça, c'est merveilleux. On ressent ça très fort quand on aime le théâtre. J'ai plaisir à en parler parce que nous sommes dans un théâtre, précisément, donc à l'endroit où réapparaissent les personnages. Mais mis à part la littérature et cette forme tout à fait particulière de voix des morts qui est celle qu'on entend par les personnages de théâtre, il y a aussi une forme d'utilisation de la voix des morts dont nous sommes peut-être beaucoup moins conscients, y compris les gens qui ne lisent pas, et qui est la langue, tout simplement. C'est-à-dire que même sans être développée littérairement, la langue des morts, nous l'utilisons. Et quel que soit le pays, quelle que soit la langue que nous utilisons la langue des morts, celle qui a été forgée par eux, celle qui a été utilisée par eux. Et ils ont habité les mots que nous utilisons. Voilà. Alors, tous nos mots sont prêts à inhabiter. Sont déjà habités, oui, ils sont préhabités, effectivement. Et
du reste, tu as une réflexion dans ton livre particulièrement intéressante sur différents types de mots, selon que ces mots sont anciens, ont été habités, ont une étymologie et véhiculent via la philologie qui permettent de comprendre comment ils ont été formés morphologiquement, quel est leur étymon, quelle est leur histoire, quelle est l'histoire de leur sens. Cela, pour en parler, tu empruntes la notion forgée par le poète italien Leopardi, qui les appelle des parole, et des paroles, et d'autres qui sont des mots plus techniques, qui n'ont pas d'histoire, qui sont dans la pure dénotation, et que Leopardi appelle termini. Est-ce que tu peux, des termes, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, parole et terme, disons, le terme est technique et n'a pas une historicité, parce que souvent c'est des mots scientifiques qui ont été appliqués à des nouveaux phénomènes. Parole, par contre, sont des mots qui nous arrivent de loin. Il y a une distance temporelle. Et il donne plusieurs exemples. En italien, notturno. Il dit qu'un Italien, quelqu'un qui est né dans la langue italienne, disons, un mot comme notturno, il y a une résonance qui remonte au latin et à tous les usages le développement de la langue italienne à travers les siècles, et que les mots les plus poétiques ont cette résonance qui se relie aussi au l'étymon du mot. Et donc, sûrement ce qu'il dit pour l'italien s'applique au français. Je ne sais pas si nocturne ou lontano, loin. Ce sont des mots qui, on les prononce et on entend une sonorité qui est due au fait qu'il y a eu tellement de prédécesseurs qui ont prononcé ce mot, qui ont investi leur propre esprit dans ces mots. Tandis que les termes scientifiques n'ont pas cet horizon temporel. Et donc, je sais que la langue n'est pas jamais fixe, que c'est toujours en développement. Mais... Parce qu'il y a une nécessité aussi, qui est de ne pas toujours hériter tout. Nous avons parlé de l'héritage avec Robert, et il y a des choses dont nous devons hériter, dont nous avons besoin d'hériter pour nous projeter vers l'avenir, pour savoir qui nous sommes et qui nous voulons être. Et dans la question de qui nous voulons être, il y a le départ qu'il faut faire entre ce dont nous voulons hériter et ce dont nous ne voulons pas hériter. Donc on peut parler de ça aussi, du choix à faire dans ces héritages. Alors, le dialogue entre les vivants et l'ancêtre est toujours un dialogue plein de tensions, parce que l'ancêtre a tendance d'insister un peu trop sur les propres obsessions et d'insister sur les revendications, de l'humiliation. La plupart des guerres humaines sont faites dans le nom des morts, parce qu'il y a une façon où les morts ne veulent pas que leur passé soit oublié. Et alors ils insistent beaucoup à nous, les vivants, de prendre leur cause et leur drapeau. Et je trouve que alors être moderne, ou absolument moderne, comme disait Rimbaud, il faut trouver un dialogue d'égalité avec les morts, où on reconnaît leur droit à être entendu et compris, mais en même temps, il faut aussi déclarer une certaine liberté. On ne peut pas devenir simplement les serviteurs des morts. Ça ne veut pas dire qu'on les consigne à l'oubli, mais une espèce d'établissement de relations
créative et pas claustrophobique. Ceux qui sont les esclaves de leur mort n'ont pas d'avenir vraiment. Et souvent, les guerres qui sont déclarées dans le nom au nom des morts. Dans des morts, ça n'aide pas les vivants ni les générations futures. Et donc, une modernité accomplie, selon moi, serait une modernité où les morts ont leur propre place dans nos institutions, dans nos langues, dans nos maisons, dans tous les lieux où on vient de mentionner. Mais au même temps, d'avoir une ouverture à de nouvelles possibilités que l'ancêtre ne pouvait même pas imaginer. Non? Alors, c'est délicat. C'est délicat. Parfois, je trouve que nous sommes tellement entourés par les morts, les images des morts, des mots, que je comprends la volonté d'oublier complètement le passé, parce que le passé est oppressif. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui, parce que le passé, tout a été déjà fait dans le passé. Non? On a l'impression que l'horizon de l'avenir est fermé. C'est comme si l'incendie qui a détruit la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, heureusement, on a perdu 80% des écrits des anciens, parce que déjà ce 20% est trop pour métaboliser, de faire. Alors, parfois, il faudrait encore des incendies d'Alexandrie pour faire un peu d'espace pour les générations futures. Non? Mais d'ailleurs, au théâtre, assez souvent, il y a ce thème du fantôme qui revient, parce que le théâtre, c'est un endroit où on peut faire revenir le fantôme, soit en le représentant, ce qui est un défi scénographique, soit simplement, c'est notre ami Pierre Saint-Amand qui nous l'expliquait hier, dans le théâtre classique, on n'entend que sa voix, on ne le voit pas sur scène, parce qu'il serait obscène. Mais on entend quand même sa voix. Et bien souvent, au théâtre, le fantôme qu'on peut donc voir ou entendre, qui fait peur, qui impressionne le public, et qui impressionne les spectateurs. Oui, mais quand on voit Marilyn Monroe à la télévision, oui, c'est la même chose. C'est l'apparence d'une fantôme qui... mais on ne trouve pas obscène, parce que c'est vrai, dans le théâtre français, c'était interdiction d'avoir l'image visuelle du fantôme. On avait sa présence quand même, et on l'entendait au passé. Il y a des fantômes littéraires qui invitent peut-être le spectateur à se demander s'il faut y croire ou pas. Par exemple, le fantôme du père d'Hamlet, au début, il y a une lecture d'Hamlet qui consiste à dire c'est bien, heureusement que le père est revenu. Vous vous souvenez, dans Hamlet, le jeune Hamlet, le jeune prince du Danemark, Hamlet, comprend que son père a été tué par sa mère et son beau-père, qui est aussi son oncle, qui est le frère de son père, à l'apparition du fantôme sur les remparts d'Elseneur. Et le fantôme du père dit à Hamlet comment il a été tué. Et après, la quête d'Hamlet sera de convaincre, de confondre sa mère et son beau-père. Mais il en meurt aussi. Presque tout le monde en meurt. À la fin d'Hamlet, c'est un carnage. Et ce qui est on peut se demander, qui a fait parler le fantôme? Est-ce que ce sont les vivants qui font parler le fantôme? Parlons le problème d'Hamlet, c'est qu'il... Alors, il y a deux lois. La loi archaïque de revendication, et puis il est au bord de la modernité, et il se demande, mais à quoi bon cette répétition le cycle de violence? Et s'il était libre de suivre sa propre nature, il n'aurait pas. Son propre destin. Il n'aurait pas. Parce que être moderne, ça veut dire aussi, parfois, il faut laisser que les fantômes soient agacés et frustrés et fâchés. On vit avec ça.
mais finalement, la tragédie, comme tu dis, que ça finit mal pour tout le monde, c'est qu'il a été obligé de suivre la loi Du père. archaïque du père de revendication. Oui. Alors il faut faire attention. Mais enfin, il y a d'autres types d'ancêtres que ceux des ancêtres biologiques, non? Il y a ceux qu'on se choisit. Comment? Tu as un chapitre qui s'appelle « Choisissez vos ancêtres » Oui. sur la possibilité qu'on a aussi d'être non pas seulement dans la filiation, mais dans l'affiliation, ou voire l'adoption. Tu parles aussi de l'esprit d'adoption dans ton livre, Oui, en citant Saint Paul. En parlant de nouveau de la modernité ou de l'époque moderne, c'est une grande libération qu'a donné d'abord l'éducation publique. Le fait que les villes, ils ont des bibliothèques publiques. Et donc l'héritage de toute la tradition est disponible gratuitement au peuple, aux citoyens. Et donc ça a ouvert aussi la possibilité d'adopter les ancêtres. Et l'adoption des ancêtres, ce n'est pas comme entrer dans un magasin et acheter ce qui te plaît. Non, il y a des réseaux souterrains qui fait qu'il y a des voix qui me parlent d'une façon particulière et qui a un sens qui élargit mon propre être dans le monde. Je ne sais pas pourquoi. Michel, par exemple, c'est sûrement... Leibniz était un ancêtre adopté de Michel. Il a passé des années à écrire une thèse d'état. Il y a 2 gros volumes sur Leibniz. Et Michel, jusqu'à la fin, il était tellement proche à cette... Il disait que c'était un philosophe contemporain. Quoi? Il disait que c'était un philosophe contemporain. Contemporain, oui. Il était son contemporain. Mais maintenant, chacun de nous est libre de adopter des ancêtres à travers les voix qui nous parlent de leur époque. Et tu sais que je fais référence à Baudelaire. Oui. Et c'est une histoire, je ne sais pas si tu veux le lire. Oui, je peux lire le passage où tu parles de l'histoire assez invraisemblable de l'héritage que Baudelaire s'est choisi. Je lis un extrait de ton livre. Dans l'une des dernières notes de Mon cœur mis à nu, Baudelaire parle de sa résolution de prier chaque matin, comme intercesseur, les mânes de son père, de sa gouvernante et d'Edgar Allan Poe. Citation de Baudelaire, « Les prier de me communiquer la force nécessaire pour accomplir tous mes devoirs. » Il affiche aussi, c'est de nouveau toi qui parles, son intention de travailler dans toute la mesure de ses forces. À l'évidence, Baudelaire ne prie pas Edgar Allan Poe en simple disciple fervent, mais plutôt en véritable héritier adoptif, comme l'un des siens. De même, il prie sa gouvernante comme s'il était l'un des siens, et réciproquement. Dans cette note griffonnée à la fin de sa courte vie, figure côte à côte un ancêtre choisi, Poe, et un ancêtre biologique, son père, qui n'a rien d'autre en commun avec son partenaire que ce lien filial partagé. Et tu conclus, le choix personnel, la parenté spirituelle et le poids des circonstances se combinent pour dessiner les voies imprévisibles de la descendance. En effet, on ne sait jamais qui seront nos descendants, car mourir, c'est s'abandonner à la possibilité de l'adoption ancestrale. Voilà, ça c'est une phrase importante. Mourir, c'est... Oui. Alors c'est inouï que Edgar Allan Poe, qui a été choisi, on ne sait pas comment, mais affiliation de Baudelaire, il devient le père du modernisme français, avec Mallarmé et tous les autres. Un Américain qui n'est pas reconnu, même aujourd'hui, par sa propre nation comme un fondateur important, il est un nom parmi les autres. Que Edgar Allan Poe soit si important en France, ça dit beaucoup à propos du pouvoir de cette adoption d'ancêtres, non? C'est une libération, c'est une liberté que je trouve qu'on ne profite pas assez de cette liberté-là.
Alors, je suis désolée, on va bientôt arriver à la fin de la première partie de l'exposé. Moi, j'avais quand même une petite question à te poser avant toute chose. Que deviendrait notre monde aujourd'hui si nous n'entretenions plus de rapport avec les morts, si nous coupions complètement notre lien avec eux? Qu'est-ce que la société serait pour toi? Alors, je suis persuadé que le futur ou le demain, le lendemain, le présent ne peut pas être la matrice ou le progéniteur de l'avenir. L'avenir dépend d'une réanimation de l'héritage du passé. Pas une répétition, réplication, mais toute l'histoire culturelle, au moins la culture occidentale, nous indique que c'était par un retour à des héritages du passé que le futur a été renouvelé. Il y a un héritage qu'on choisit, Oui. pas un héritage qu'on laisse Et d'ailleurs, s'imposer. je crois que Michel avait dit, ou bien, parfois je ne me rappelle pas si c'est moi qui lui ai dit ça, ou c'est lui qui... Mais il est vrai quand même que chaque époque historique a sa propre antiquité. Et donc, le Moyen-Âge, de Dante par exemple, l'antiquité du Moyen-Âge était une antiquité différente de l'antiquité de la Renaissance. Et que l'antiquité de l'époque des Lumières en France, ou même la période classique, était différente de celui de la Renaissance. L'antiquité du romanticisme était en particulier en soi-même, c'était une antiquité romantisée. Et l'antiquité des modernistes, Ezra Pound, Marcel Proust et les autres, c'est encore une autre. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours par un retour au héritage de l'antiquité? C'est comme si c'est une source sans laquelle on ne peut pas découvrir le nouveau. Essayer d'inventer le nouveau à partir du présent ou sans héritage, pour moi, c'est, je ne veux pas dire la Révolution française, parce que la Révolution française a aussi hérité les traditions de républicanisme, etc. Mais je dirais bien le communisme soviétique a hérité l'idée qu'on peut construire un avenir à base d'un rejet complet, total de ce que les philosophes de Lumière appelaient la superstition et l'ignorance du passé. Non? Mais, le nazisme aussi a fait ça avec les autodafés. Le nazisme a fait ça aussi avec les autodafés. Oui, exact. Oui. Et il y avait aussi une idéologie de l'homme nouveau, de la table rase. Et je suis persuadé que si l'Amérique, jusqu'à récemment, a réussi comme république, c'est parce que les fondateurs étaient tellement bien instruits sur les traditions de Rome et la démocratie athénienne. Alors, pour faire une comparaison entre les présidents, James Garfield, un président du 19e, il avait tendance, pour amuser les amis, de prendre un stylo dans sa main gauche et sa main droite et écrire des phrases en latin avec une main et en grec dans l'autre au même moment. Alors, maintenant tu demandes à notre président, qu'est-ce que la Grèce, qu'est-ce que Rome? C'est déjà, ça fait partie de l'oubli. Oui, il y avait une place qui s'appelait Athènes, mais enfin, c'est grâce à cette capacité de réhériter un passé de façon créative et régénérative que les voies dans l'avenir s'ouvrent. Et donc, je ne sais pas s'il y aura une humanité de demain
sans une tentative de faire place aux morts. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Florence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je ne vois pas du tout, donc... ah ben voilà, il va y avoir de la lumière, donc on va voir. Et je suppose qu'il y a des personnes qui ont des micros qui vont vous les passer. Voilà, je vois qu'il y a une personne qui a une question. Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie, ça veut dire naissance. Je suis née à Agen et je pense que je serai enterrée au passage d'Agen. Je voulais juste dire 2 choses avant ma question. J'étais une adolescente, je cherchais tout à l'heure le nom de ce livre qui me fascinait et 2 secondes après, madame a parlé d'Antigone. Je vous invite vraiment tous à lire ou à relire Antigone. C'était un livre qui a été ma première approche, je pense, de la mort au niveau de la littérature. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est partager le moment d'hier soir pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, parce que un de mes fantômes de ce week-end, c'est Béatrice Uriah-Monzon. On est dans un théâtre et hier soir, j'ai fait ce que je n'ai pas réussi à faire en allant à ses obsèques, parce que je n'ai pas pu y aller alors que j'étais allée aux obsèques de Michel Serres. Je fais partie des gens qui ont vraiment besoin de ce rite, d'aller dans l'église ou ailleurs, hein, pas que dans l'église, pour finir, terminer, pour commencer autre chose avec le mort. Et hier soir, sa voix était là. Et ça m'a aidé à faire ce que je n'ai pas fait dans l'église, à me rendre compte qu'elle ne serait plus là, mais que sa voix sera toujours là. Mais c'est assez difficile de décrire ce qui s'est passé hier soir, je trouve, d'entendre sa voix et de se dire que sa voix sera toujours là, je me suis rendu compte qu'elle n'apparaîtra plus. Voilà, et j'avais besoin de ce moment et je voulais parler d'elle. Et ma question, c'est pour vous qui êtes polyglotte, qui êtes linguiste, et merci pour votre dialogue, on voit que vous travaillez ensemble, c'est passionnant. Comment vous expliquez que aujourd'hui, le mot mort, dans notre civilisation, dans notre France en tout cas, on ne l'emploie quasiment plus. C'est-à-dire qu'il nous a quittés, il est décédé, il a disparu, il est parti, il n'est jamais mort. Si je suis venue aujourd'hui, c'est parce qu'on ne tourne pas autour du pot, on parle du mot mort. Et je voulais savoir si dans d'autres langues il y a ce problème ou pas, et si, comment vous pouvez en parler de ce phénomène-là, sans être passionné par la mort, mais qu'on puisse dire ce mot avec une certaine simplicité. Merci beaucoup. Ah oui, alors, enfin, chez nous, en tout cas en France, on n'utilise presque plus le mot mort pour parler de quelqu'un qui est mort. Il y a une sorte de pudeur qui nous en empêche. Quand un de nos proches meurt aux pompes funèbres, on ne nous dit jamais qu'il va mourir, on nous dit qu'il est décédé. Quand on va voir son notaire, excusez-moi, je suis en total accord avec vous, c'est pour ça que le notaire dit s'il vous arrive quelque chose, et non pas quand vous mourrez, il ne dit pas si c'est vous qui êtes veuve ou si c'est monsieur qui est veuf, il trouve des locutions autour. Donc on ne dit plus le mot mort, on a peur du mot mort, on a peur d'affronter la mort dans la langue. Alors que, enfin, moi je préfère dire que ma mère est morte, parce que je l'ai vue morte et elle a vécu sa mort. Décédée, en principe, c'est du vocabulaire administratif, ça veut dire que c'est plus la peine de lui adresser aucun courrier administratif. Il n'y a plus d'adresse, il n'y aura plus d'adresse ni de responsabilité civile de cette personne-là. C'est ça que veut dire décédé, mais on dit décédé par pudeur plutôt que mort, et je suis d'accord avec vous que c'est d'une certaine manière priver la personne qui est morte de son expérience, de cette expérience qu'elle a fait de mourir et de l'expérience qu'on a fait avec elle de la voir mourir ou de l'accompagner dans sa mort. Est-ce que c'est comme ça dans d'autres langues? Est-ce que la question de madame était de savoir si, par exemple en anglais, est-ce qu'on dit dead ou death, ou est-ce qu'on évite le mot? Oui, il existe deceased aussi, décédé, mais les décédés n'ont pas de vie posthume, tandis que les morts ont une vie posthume. Décession, c'est mettre fin à quelque chose, tandis que les morts, dans le sens que j'en ai parlé, c'est une histoire qui a une continuation. Et pas seulement
chez les vivants, mais aussi dans les générations à venir. Et vous avez posé une question sur Antigone au début, c'est ça? Simplement dire que j'invitais tout le monde, enfin les gens qui ne l'ont pas lu, ou qu'elle est très moderne, je trouve, Antigone, et à la fois c'était des écrits qui m'ont beaucoup marqué. C'était pas vraiment une question, c'était plus adolescente, j'étais très vivante, j'aime la vie plus que tout, mais ce livre m'avait vraiment marqué, sachant que je n'ai pas fait de latin, c'est le seul regret de ma vie, et que cette profondeur, enfin ce livre était, pour une ado, je trouve que c'est vraiment à relire, quoi, voilà. C'était pas vraiment une question, c'était plus un constat. Merci beaucoup en tout cas. Oui, merci à vous. Antigone, c'est une pièce remarquable dans le sens qu'il a une vie posthume extrêmement intense. Et il n'arrête pas d'être remis en scène avec des nouvelles significations. Ça dépend de comment on veut le présenter. Je sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ça représentait, je crois, à Paris, ils ont fait Antigone. C'était signifier une... Oui, c'est une figure de la résistance. Ça peut être comme Électre et Oreste aussi. Oui. Ce sont des mythes de la résistance. Oui. Et alors, ça c'est un exemple parfait de comment ce qu'un héritage peut avoir de nouvelles articulations dans l'histoire qui suit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une dame. On admet, c'est une question pour Monsieur Harrison. On admet actuellement que dans l'espace, il y a 13 dimensions. Est-ce que pour vous, il y aurait une de ces dimensions spatiales qui pourrait être réservée au monde des morts, comme par exemple les cordes, etc. Et je voudrais dire, je suis originaire d'Océanie, et je voudrais dire qu'en Océanie, les morts sont en permanence avec nous. Ils sont dans le monde des vivants, et la nuit, quand on dort, on rêve, et quand on rêve, on discute avec les morts, ils nous transmettent des médicaments. Il y a vraiment une vie avec les morts qu'il n'y a pas ici en Europe. Donc voilà, je voulais savoir, parce que dans les peuples premiers, on retrouve quasiment toujours ça, et bien sûr pour les Indiens d'Amérique, c'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Oui, on n'a pas parlé suffisamment d'autres lieux où vivent les morts. C'est dans l'inconscient aussi, et dans les rêves. Ce sont des lieux particuliers où la vie posthume continue, non? Et donc, et toute la psychanalyse est fondée sur une pratique de récupérer les contenus dans un inconscient personnel qui remonte au passé, des traumas familiaux, qui peuvent être des traumas familiaux. Familiaux, oui. Qui peuvent être hérités d'une génération à l'autre. Oui, exact. Mais je pense surtout à Jung, qui a une théorie de l'inconscient collectif de l'humanité, qui sont des contenus qui remontent à la préhistoire et qui sont encore actifs dans notre esprit. Et donc, est-ce qu'il y a une autre dimension? Oui, il y a plus que 3 dimensions. Il y a au moins une dizaine que je On dit peux 13. nommer. Mais, enfin, effectivement, certaines théories disent 13. Oui, 13, même plus. Mais l'inconscient est une dimension. Les rêves, c'est aussi une dimension. Et la mémoire, telle qu'elle, est aussi un médium. Et bien sûr, la voix des poètes, la poésie. J'ai mentionné tout à l'heure l'invention les technologies d'enregistrement, mais avant, quand on entendait les voix des morts dans leur propre voix, ils parlaient surtout à travers les poètes, parce que les poètes, c'est ceux qui donnaient mots.
Et aussi par les institutions, les lois, les monuments, les institutions. Tout ça, ça remonte à des prédécesseurs. Et donc, on a bien vu dans la mairie hier tous les portraits des maires précédents. Oui, alors les dimensions sont multiples. Je suis d'accord avec vous. En fait, par rapport à la question de la répétition, ça m'a fait penser à un texte de Giorgio Agamben qui s'appelle L'image immémorielle. Qui s'appelle l'image immémorielle. Oui. Et il fait référence à un texte d'Auguste Blanqui qui s'appelle L'éternité des astres. Et donc, dans ce texte, Giorgio Agamben essaye d'expliquer justement par rapport avec cette histoire du même, de ce visage qui se répète à travers les temps. Et on a le sentiment que cette histoire de vie et de mort, comme une grande répétition, et à une échelle de l'humanité qui prend un tempo qui est le nôtre, en fait. Oui. Et ce que je trouve intéressant ou étonnant par rapport à l'époque qu'on est en train de vivre actuellement, c'est qu'en effet, cette capacité qu'on a eue à faire de l'enregistrement, notamment sonore, la question de la photographie, c'est qu'aujourd'hui, on peut revenir en arrière. On peut regarder en arrière avec plus de précision les actions qui ont été menées par l'homme. Et du coup, ce qui est très étonnant et qui est aussi très bancal, c'est qu'avec cette situation du Covid, on s'est retrouvé pour la première fois à aller enterrer des gens sans personne autour. Et ça a complètement modifié. Et ça ne s'est pas passé par la question d'un choix, parce que ça a été imposé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, se poser la question du choix est difficile, parce qu'on n'a pas l'impression de choisir grand-chose dans les situations. Et aujourd'hui, si on va voir une cérémonie en France, si on va sur un crématorium, par exemple, c'est assez étrange de sentir le cérémonial qui est mis en place, qui est un peu vide de son sens. Oui. Ça veut dire que les personnes qui vont mener le rituel sont presque plus dans une posture de théâtre, entre guillemets, qu'une posture incarnée. Et du coup, enfin voilà, ça nous met en effet dans des grandes questions. Effectivement, les funérailles sont faits pour être partagés par toute la communauté, parce que la mort est universelle. Et souvent, dans les villages, je sais, au sud de l'Italie, il y a la grande partie des gens présents sont des étrangers à la personne qui est morte, parce que le deuil, la lamentation, la chorégraphie du rituel est telle que tout le monde peut participer. C'est un langage universel. Alors, la tristesse de l'enterrement solitaire est vraiment... il y a beaucoup de pathos là-dedans. C'est vrai que ça soude la communauté de pouvoir partager le mort de l'autre. Oui. Parce que... Oui, c'est une relation qui est à la fois verticale et horizontale, oui. le deuil. Parce que la mort de quelqu'un n'appartient à cette personne. La mort appartient à ceux qui aux restent. autres. Oui. À propos d'Agamben, ce texte, il faudra que je le lise, mais je connais Giorgio, je le connais bien, et il a fait... J'avais invité Agamben à Stanford dans les années 80, alors ça remonte, hein. Je donne mon âge, un âge vénérable. Il a fait un lien entre le imago des anciens, comme vous avez dit, et le concept de Nietzsche sur l'éternel retour du même. Parce qu'il paraît qu'en allemand,
retour du Gleichen. Gleichen, c'est le likeness, c'est la ressemblance, donc l'image. C'est l'éternel retour de l'image. Et donc ça aussi met en circulation, dans le sens plus cosmique du retour, mais quand même le lien reste solide entre l'image et le retour. Non? Et l'image, c'est ce qui retourne du monde. Juste, je vais rajouter une petite chose, parce qu'au niveau de la situation actuelle, je ne sais plus si c'est en Chine qu'ils ont fait ça, mais je sais que c'est en cours. On récupère des audios de la personne décédée pour créer une fausse présence avec le veuf ou la veuve. Et ça aussi, ça interroge aussi. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait créer une forme de lien, mais avec une machine. Enfin, ça pose des questions sur le fait d'accepter aussi la rupture et la mort pour construire un autre type de lien. Tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, dans la dernière heure et demie, va être directement impliqué par l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle technologie qui est capable de faire renaître les morts dans leur image, dans leur voix. Je sais que c'est une question de peu de temps avant que nous serons peuplés de fantômes qui ont même peut-être une substance matérielle, corporelle. Je dis, alors, je voudrais causer avec Edgar Allan Poe maintenant. Et est capable de présenter plus qu'une simulation, mais une présence privative des décédés. C'est un peu effrayant, mais peut-être c'est excitant aussi, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une surpopulation des morts déjà, et que si on ajoute encore des millions de morts, on va vraiment être asphyxié. Oui. Encore 2 questions. Bonjour. En tant que futur fantôme et futur mort, comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour qu'il y ait une transmission, mais qu'on ne devienne pas des fantômes étouffants et qu'on ne devienne pas... Voilà, comment on pourrait faire pour aider les vivants à surmonter notre mort? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aborde jamais. Et voilà, sans que ça devienne au contraire voilà, très pénible. Comment faire, nous-mêmes, vivants, qui sommes des futurs morts, pour ne pas étouffer ceux qui vont hériter de nous, ceux qui s'occuperont de notre mémoire. Moi, j'essaie d'écrire le moins de livres possible. Au grand désespoir de son éditeur. Et de sa traductrice. Je sais pas, il faut cultiver l'art de laisser des traces fines. Et je n'ai pas de propos concrets, mais il y a des personnes qui, quand ils disparaissent, ils laissent des traces très fortes. Et d'autres qui... Moi, j'étais persuadé, quand ma mère était morte il y a 5 ans de ça, qu'elle allait laisser des traces très, très substantielles. Mais pas du tout. Elle a disparu. Elle a une disparition, disons, choisie, élégante. C'est pas oppressive. Elle n'insiste pas trop d'être présente avec ses enfants dans la maison, etc. Mais je ne connais pas le secret de cet art de disparition sans faire trop de traces. Je ne sais pas si toi, Florence, tu as...
Non, je suis d'accord. Je crois aussi que pour ceux qui héritent, il faut choisir ceux dont on hérite. Parfois, ça peut être une vraie joie aussi. Moi qui ai quelque part un peu hérité du travail, en tout cas, à faire à la mémoire de Michel Serres, et qui habite donc toute ma vie aujourd'hui, je ne le considère pas comme un poids, c'est une joie. Et tous les jours, en découvrant des textes nouveaux, je me réjouis. Donc ça peut être à la fois très présent et à la fois très, très fin et très, très, très positif. Ça dépend. C'est toi qui en décides, voilà, aussi. C'est toi qui fais le geste. Alors une dernière question. Non, je voulais juste réagir, Sophie, puisque moi je suis héritier sans l'avoir choisi, d'un homme, puisque je suis le fils de Michel Serres. Je suis un des fils de Michel Serres. Et fils de Michel Serres, a-t-il laissé des traces fines ou a-t-il laissé des traces épaisses? Lorsqu'on les choisit, comme Sophie, c'est pas pareil que lorsqu'on en est l'héritier, j'allais dire, de fait, dans la chair. Ça n'empêche qu'on peut choisir ce qu'on en garde, qu'on peut choisir un dialogue véritable ou pas. Et donc c'est vrai que je pense que c'est dans les mains des vivants, en fait, cette affaire. Et que c'est plutôt, j'allais dire, que cette question ne vous empêche pas d'être une magnifique vivante, pleine de capacité à faire des œuvres qui pèsent et qui marquent votre temps. Merci Jean-François, je trouve que ta réponse est formidable. Non, je peux rajouter le fait que, étant à Agen pendant 2 jours, je vois que l'héritage de Michel est tellement multidimensionnel, il a affecté, il a touché tellement de monde. Hein. Mon Michel Serres, il faut que je le garde un peu, je dois protéger un peu ma relation posthume avec Michel et d'essayer que ça ne soit pas trop envahi par tous les autres façons dont il a touché ceux qui sont ici et ceux qui appartiennent à son pays natal. Et donc, c'est vrai ce que dit Sophie, on est libre de choisir et construire notre propre héritage des morts. Oui. C'est une belle liberté, partageons-la. Et voilà, on va vous remercier beaucoup. Je vous signale que donc Robert va s'installer dans la rotonde si vous voulez lui faire dédicacer des livres. Et Florence aussi, pardon. Ils vont tous les deux s'installer dans la rotonde et vous êtes les bienvenus. Merci encore.